Nouveau rendez-vous, nouvelle convocation. Ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Une émission en tout cas pour juger les faits majeurs d'ici et d'ailleurs. Vous êtes au tribunal de l'actualité. 5e et dernière convocation de la semaine. C'est une émission que vous pouvez suivre en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adam Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour, messieurs les juges. Bena Bougma, Geoffroy Var. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Vara. Bonjour, mesdames, messieurs. Bonjour, Jules Lumba. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Le regain d'activité des groupes armés terroristes observés ces derniers jours au Burkina Faso préoccupe plus d'un et a suscité la réaction de plusieurs structures de défense des droits humains. Sont de celles-là la CNDH, la Commission nationale des droits humains. Cette institution, dans un communiqué en date du 15 mars dernier, a interpellé les autorités à entreprendre toute action qui commande la situation sécuritaire actuelle, et cela dans le strict respect des droits humains, lutte contre le terrorisme et respect des droits humains. En tout cas, c'est le thème retenu pour cette convocation. Et à la barre ce matin, nous avons Ismaël Niaon, directeur des affaires juridiques à la Commission nationale des droits humains. Bonjour et bienvenue. Bonjour, président. Merci. Alors, comme je l'ai dit, avec vous, nous allons parler justement de la situation sécuritaire au Burkina Faso. Mais avant, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Et pour cette partie avant-propos, nous allons donner la parole au juge Bougma. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette 5e et dernière convocation de la semaine? Merci, président. Ce qui retient notre notre attention, en guise d'avant-propos, c'est le Mali, où effectivement le ministre porte-parole du gouvernement, M. Maïga, a porté à la connaissance de l'opinion à travers un communiqué donc des mesures de suspension visant Radio France Internationale, RFI et France 24, donc la chaîne de télévision. Les deux médias appartiennent tous au groupe France Média Monde. Et donc, mais avant, il avait rappelé effectivement un certain nombre de faits dont il estime que tout est lié. D'abord, il dit qu'il y a eu la déclaration de Mme Michelle Bachelet, haute commissaire des droits de l'homme, donc pour le compte des Nations Unies. Il dit que cette déclaration-là, c'était le 8 mars. Et ensuite, le 15, c'est un rapport de Human Rights Watch et un reportage de RFI, les 14 et 15 mars. Et donc, il dit quand on prend la synchronisation de ces matraquages médiatiques, ce sont ces termes, pour eux, le gouvernement a déploré une stratégie savamment préméditée visant à déstabiliser la transition, démoraliser le peuple malien et discréditer les vaillantes femmes, donc les forces armées maliennes. Donc, effectivement, sur le théâtre des opérations, il y a plusieurs sorties comme ça pour des atteintes aux droits de l'homme et tout. Même les soldats de l'ONU sont parfois épinglés en Centrafrique. Même des éléments de l'armée française ont été épinglés pour des faits de viol sur des mineurs. Donc, sur plusieurs théâtres d'opérations, je ne parle pas de la RDC, ce sont des éléments qui sont courants. Même au niveau du Burkina, il y a plusieurs rapports d'ONG humanitaires qui pointent du doigt les forces de défense et de sécurité burkinabè dans des questions de violation des droits humains dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Donc quand ça vient comme ça gêne le gouvernement et tout. Mais au niveau du Mali, le gouvernement malien a trouvé que c'est beaucoup plus une campagne qui vise à déstabiliser la transition, à comment on appelle ça, à saper le moral des troupes, parce que quand vous êtes menacé de la sorte, c'est pas aussi évident pour pouvoir combattre sérieusement. Donc, et estime que compte tenu de cette situation, a d'abord rejeté les allégations, les ayant dénoncés, après sur lui la responsabilité, je parle du gouvernement, donc de suspendre France 24, RFI, et ensuite demander aux médias maliens de ne pas relayer, même sur les plateformes digitales. Donc, c'est pas nouveau aussi ces médias sur des théâtres d'opération où par moment le signal est coupé. Pendant la crise ivoirienne, on l'a vu, et sur également plusieurs autres crises. C'est des médias également qui sont habitués effectivement par moment à subir le courroux des dirigeants en fonction des orientations qui sont données à voir. Mais en même temps, cela vient quelques temps après qu'en Europe, la France et certains pays européens également aient pris également sur eux la responsabilité, mais d'interdire les médias russes, de suspendre les médias russes,
Plus, on a vu RT, comment est-ce que les uns et les autres ont été obligés de fermer boutique. On a vu toute l'émotion qui est allée avec quand la présentatrice donnait les dernières informations, effectivement, avant de couper. Donc, ici, et là, on empêche aussi aux médias russes, comme on appelle ça, d'avoir un son de cloche contraire au son de cloche donné par des médias européens par rapport à la crise. On les accuse de manipulation et de désinformation. C'est à peu près la même chose. Donc, c'est sur des théâtres d'opération, c'est des crises également, on a vu, et c'était une première. Et moi, j'en avais parlé en avant-propos, disant que venant de la France, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, par rapport à un pays qui s'affiche comme champion dans la promotion des droits de l'homme, notamment la liberté d'expression, qui abrite Reporters sans frontières avec tout ce que Reporters sans frontières a eu comme victoire engagée dans le cadre du combat pour qu'on ne muselle pas un média. Alors, sincèrement, c'était une reculade tout de même. Donc c'est aujourd'hui des médias français également qui sont dans une procédure de suspension au niveau du Mali. Ça ressemble fort parce que derrière, il y a aussi une guerre de communication. J'ai dit toujours, la question c'est est-ce que nous, Africains d'ailleurs, nous prenons la pleine mesure de la situation? Est-ce que nous comprenons les enjeux réels de ces conflits? Merci, Juge Bouma. Jiva. Oui, merci Président. Mon avant-propos concerne deux faits liés avec des questions bien différentes. Le premier fait, c'est que la police nationale nous fait état de ce que des malfrats aient été arrêtés. Je pense qu'ils sont au nombre de 8 et ils étaient spécialisés dans la production d'huile impropre à la consommation. Ce qui a été saisi, je pense que ça nous permet de comprendre qu'ils étaient à l'état industrie. C'est un camion, 912 bidons d'huile de 20 litres, 168 barriques de 200 litres, 43 barriques contenant de l'huile et divers autres produits. Ils n'ont pas identifié les produits qui concourent à la fabrication de cette huile impropre à la consommation, mais quand vous regardez ce qu'ils avaient comme on appelle environ d'entreposage et puis de travail, vous vous rendez compte que l'insalubrité est tellement forte et puis ce que vous y trouvez, c'est à se poser beaucoup de questions avec des fûts qui sont tout noirs du fait de contenants pour lesquels il pourrait y avoir plusieurs questions et c'est vraiment un mélange chimique qui est fait et à la fin vous obtenez de l'huile. Ça y ressemble en tout cas et c'est vendu sur nos marchés. Et dedans vous voyez une quadragénaire qui est aussi dans ce réseau-là. Mais ça fait peur et ça fait froid dans le dos. Dans un Burkina où on parle de prix élevés, je pense qu'ils le vendent à 13 500. Vous savez que pour les commerçants... Le bidon de 20 litres. Ouais, les bidons de 20 litres. Pour les commerçants véreux, c'est du pain béni. Ils le prennent, ils ajoutent leur marge bénéficiaire et puis ils sont tranquilles. Mais c'est très grave. C'est des populations qu'on tue. On sait comment l'huile dans la cuisson, c'est tellement très souvent demandé dans la préparation et tout. Et comment est-ce qu'à l'échelle, on peut impacter la santé d'individus? Et ça n'inquiète personne. Et ça, c'est vraiment grave. Bravo en tout cas à la police nationale pour ce travail qui a été fait. Et on espère que ces personnes-là, qui auront déjà tué plein de Burkinabés, c'est clair, et suscité plein de maladies, auront à payer pour leur forfaiture. Deuxième élément, c'est la police nationale qui, elle aussi, ça c'est à Karpala, fait état de ce qu'ils aient trouvé un entrepôt qui est en fait dans une habitation, quoi qu'on dise, pour le gaz butane, ce qui n'est même pas normal. Donc, des maisons à usage d'habitation dans lesquelles on retrouve, parce que ce que moi j'ai vu sur la photo, quand je compte, on est à une trentaine de bouteilles de gaz butane. Peut-être qu'il y en avait encore plus, c'était peut-être juste l'échantillon pour pouvoir faire illustrer et tout. Mais c'est dit qu'à côté, ils ont des voisins. Vous voyez comment c'est dangereux. On a eu un cas à Ouagadougou avec une explosion, vous vous rappelez. C'était c'était à Larlé. Mais l'entreposage du gaz butane, parce que c'est dangereux, respecte un certain nombre de normes. Mais moi-même, je me pose la question de savoir, oui, c'est bien de dire on a trouvé dans une maison... on a trouvé pas loin des habitations donc et tout, du gaz butane entreposé et tout. Mais qu'est-ce qu'on fait des quincailleries? Les quincailleries qu'on a partout dans nos quartiers là. Les voisins là, c'est qui? Ou bien la zone là, c'est pas usage d'habitation. Le monsieur dont c'est la cour qui a aménagé un petit espace avec ouverture sur la voie publique, avec la vingtaine, la trentaine de gaz butane que vous voyez, avec les 500 et 1000 francs qui sont mis dessus sur le prix qu'on connaît habituellement. Lui, quand il finit, il range et il ferme sa boutique le soir. Les voisins là, c'est pas dangereux? C'est la question que je me pose. Donc,
il y a, et j'ai dit, ces deux faits avec pour moi des questions qui sont suscitées. Le premier, le danger sur notre santé. Le deuxième, c'est pourquoi est-ce qu'on ferme les yeux sur d'autres entreposages, de façons de fonctionner, qui ont pignon sur rue et qui sont toujours tout aussi dangereux pour les populations. Je pense que là, il faut qu'on ait un regard plus sérieux. Merci pour ces interpellations. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité. Ismaël Niaon, directeur des affaires juridiques à la Commission nationale des droits humains, est notre convoqué du jour. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à la barre. Bonjour Président, ravi d'être des vôtres. Alors je rappelle que la CNDH est l'institution nationale de promotion et de protection des défenses des droits humains. Alors qu'est-ce qu'on peut ajouter pour compléter cette présentation de la CNDH? Merci. Il est nécessaire d'insister sur le caractère indépendant de la Commission en vue de se garder de toute confusion avec le ministère des droits humains, qui est, lui, chargé de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de droits de l'homme. La CNDH, elle est composée de représentants de diverses composantes, à savoir les enseignants-chercheurs en sociologie et en droit, les médecins, les syndicalistes, les associations de jeunesse, les associations de promotion des droits de la femme, les associations de promotion des droits des personnes handicapées et bien d'autres. Donc, il s'agit de personnes qui ont déjà fait leur preuve en matière de protection, de promotion des droits de l'homme, qui sont sélectionnés à l'issue donc d'un processus essentiellement électif. Donc par composante, les acteurs par exemple des associations en charge de la protection des personnes handicapées donc se retrouvent et reçoivent les candidatures de personnes désireuses de représenter donc leurs composantes à la CNDH. Puis il y a un vote. À l'issue du vote, 3 personnes par composante, ou en tout cas le triple des représentants par composante, parce que la composante des organisations non gouvernementales en charge donc des droits de l'homme est représentée par 2 personnes. Donc, c'est-à-dire que pour cette composante, ce sont 6 personnes au total qui seront proposées au comité de sélection. Et le comité de sélection, lui, ensuite, va, comme son nom l'indique, procéder à la sélection définitive en tenant compte, bien entendu, des critères de représentation genre. Donc, le caractère indépendant, je le disais tantôt, il est essentiel. C'est celui-là qui permet de revêtir d'un sceau de crédibilité, de confiance, donc les actions, les paroles, les déclarations de la commission. D'accord. Alors, Monsieur Niaon, je l'ai dit, avec vous, nous allons parler de la situation sécuritaire et de la question du respect des droits humains en lien avec cette actualité-là. Mais avant, nous allons parler de questions d'actualité. On se rappelle, le 24 février dernier, votre institution a exprimé de vives inquiétudes concernant le sort de l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré, cela à travers un communiqué. On se rappelle que l'institution, la vôtre, avait appelé à la libération immédiate et sans condition de l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré. Quelle est la suite de ce dossier et qu'est-ce qui est prévu comme action pour la suite? Tout à fait. Donc, sur la base d'une analyse des motifs du maintien en détention de l'ex-chef d'État, M. Roch Marc Christian Kaboré, nous avons abouti à la conclusion que cette détention, si elle en est, ne recelait aucune base légale, aucune base juridique, parce qu'à notre connaissance, aucune autorité judiciaire n'a imputé des charges au président Roch Kaboré, et de la sorte, donc l'analyse se fondant sur les instruments de protection des droits de l'homme au niveau national, tout comme international, nous a permis d'aboutir au fait que M. Roch Marc Christian Kaboré est en état de détention arbitraire. Donc nous en avons par voie de conséquence appelé à sa remise en liberté. Et pour en venir à votre question, nous avons fait le suivi donc à l'issue de notre déclaration avec les plus hautes autorités du pays. Donc et bien avant cela, nous avions donc souhaité rencontrer le chef de l'État après donc l'annonce de son placement en résidence surveillée pour s'enquérir donc de son état de santé et nous assurer que ses droits fondamentaux également étaient respectés. Nous avions reçu à l'époque des assurances des autorités et qui avaient souhaité le faire dans un cadre, je vais dire groupé, étant donné que d'autres organismes tels que le CICR avaient également exprimé le désir de rencontrer le chef de l'État. Donc il nous avait été dit que le format allait donc être celui de la CNDH et d'autres organismes souhaitant donc rencontrer le chef de l'État, donc qui allaient pouvoir effectivement le rencontrer. Donc à l'issue de la déclaration relativement à la situation du chef de l'État, nous avons fait un suivi, comme je le disais, avec les plus hautes autorités et ce suivi, il est toujours en cours et donc
il va se poursuivre à présent que nous avons un ministre des droits de l'homme qui a été donc désigné au sein donc, du gouvernement annoncé récemment. Donc c'est ce que je peux vous dire pour le moment. Nous sommes pleinement saisis de la situation et nous allons veiller à ce que les droits de M. Roch-Marc Christian Kaboré et les droits de tout citoyen burkinabé, qui qu'il soit, puissent être pleinement respectés. D'accord. Quelles sont les généralités, Bourma? Moi, je n'ai pas compris votre réponse. Vous l'avez vu ou pas? C'est beaucoup plus la question. Comme vous parlez de suivi, c'est comme vous l'avez vu, mais vous suivez le processus pour voir. Non, nous n'avons pas pu le rencontrer. Donc, comme je l'avais expliqué, les autorités se sont montrées très enclines donc, à faire droit à notre requête donc, de rencontrer le chef de l'État. Elles ont juste expliqué que ça allait se faire dans un format qui allait voir la participation au sein d'un groupe de la CNDH, du CICR et d'autres organismes. Les autorités vous ont donné une date? Non, aucune date. C'est pourquoi j'ai justement parlé de suivi. Donc, parce que je pense qu'en principe, c'est la bonne foi. Si l'autorité a donné sa parole, nous n'avons pas de doute qu'elle va s'y tenir et nous ne pouvons que faire le suivi en espérant qu'une date puisse être dégagée et que, en lien également avec la récente déclaration que nous avons faite, que peut-être cette visite-là devienne sans objet parce que M. Roch aura retrouvé la plénitude de sa liberté d'aller et de venir. Juge va. Bon, dans les questions de généralité, pour que ceux qui nous écoutent et ceux qui nous suivent comprennent un peu quelles sont vos fonctions. Bernard, je vous prends un témoin. On a eu à faire une formation avec le ministère en charge des droits humains et de la promotion de cela, qui nous disait un certain nombre d'éléments qu'on ne comprenait pas trop. Vous, acteurs et promoteurs des droits humains, il y a beaucoup de procès qui vous sont faits de par vos postures. Ce qui est essentiel pour vous, c'est qu'un homme ne soit pas plus qu'un autre dans le traitement et que la dignité soit respectée selon ce qu'on est, selon ce qu'on pose, parce qu'on est humain et à cela il faut s'en tenir. Absolument. Et de par cela, on se rend compte aussi que de part et d'autre, des belligérants, vous avez accès et vous tentez de défendre et de promouvoir cette même conviction-là. Maintenant, pour beaucoup, lorsque certains ont accès, par exemple, à des terroristes, disons les choses tout nettes, parce qu'on a certains qui sont ici qui ont accès aux terroristes, discutent avec eux et négocient avec eux pour le respect des minimums et tout. Et pour beaucoup, c'est des choses qui ne se comprennent pas ou se comprennent difficilement. Je reviens à votre cas, CNDH. Vous arrivez à rencontrer les messieurs de l'autre côté? Déjà, pour faire lever un peu une équivoque, les organisations de défense des droits de l'homme ont des mandats différents. D'accord. Donc, le mandat de la CNDH, il est essentiellement de protection et de promotion des droits de l'homme. Et il n'est pas à confondre avec le mandat du CICR qui vise donc à s'assurer donc du respect de l'application des normes du droit international humanitaire en temps de conflit. Donc le CICR, de par sa longue tradition donc d'assistance aux différents belligérants sur les champs de bataille, jouit d'une certaine crédibilité qui lui permet d'aller en fait où bon lui semble, je peux dire ça comme ça, mais sous réserve bien entendu d'obtenir les garanties donc de toutes les parties en conflit. C'est ça. Donc ça c'est véritablement des garanties dont jouit le CICR, mais ce n'est pas forcément le cas pour la CNDH. Si une tribune nous est offerte, je pense que nous serons bien heureux de pouvoir rencontrer les groupes terroristes et de dialoguer avec eux, de faire passer le message que nous véhiculons à longueur de journée pour demander que les civils soient protégés en tout temps au cours des attaques terroristes. Malheureusement, le terrorisme, c'est une forme particulière de conflit qui, on aime à le dire, voilà, est asymétrique, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas les mêmes moyens. Mais il y a ce qu'on appelle le droit de la guerre qui interdit un certain nombre de pratiques. C'est notamment l'interdiction de la torture, l'interdiction des viols, du viol comme arme de guerre, l'interdiction également de maltraiter les prisonniers de guerre. C'est-à-dire qu'une fois que l'ennemi n'est plus en position de combattre, il faut bien le traiter.
Donc, c'est le genre d'information qu'on aimerait bien leur faire passer. Mais encore faut-il que le cadre puisse exister. Et comme je le disais tantôt, la CNDH n'a pas les garanties, les facilités que le CICR donc, a, par exemple, sur ces questions. Sinon, vous seriez prompt à... Absolument. Voilà. En fait, c'est intéressant, en fait, parce que je vous posais la question pour pas qu'on pose le débat, mais qu'on se comprenne un peu et qu'on puisse discuter un peu là-dessus. Donc, vous n'y allez pas parce que vous n'avez pas encore ces garanties-là. Les autres y vont, mais il y a souvent cette critique-là qui fait que, bon, les gens sont dans l'incompréhension. Comment on peut dialoguer avec des messieurs qui coupent des têtes, et puis parce que, après, autant... On entend moins de rapports les concernant, autant quand on revient dans le confort de là où l'État est, on a toujours des rapports pour dire l'armée là, voilà comment elle se comporte, voilà comment elle est, voilà ce qui se passe, elle sur le terrain, voilà les exactions qu'elle mène, voilà ceci, voilà cela. Et souvent les gens quand ils regardent disent mais pourquoi est-ce que c'est sur cette partie-là qu'il y a toute la critique? Est-ce que c'est pas parce qu'ils sont dans ce confort-là? De l'autre côté, on ne les entend pas. Tout à fait. Non, je comprends très bien le sens de vos inquiétudes, mais je veux juste expliquer que l'idée du dialogue est omniprésente donc, dans le cadre donc, de la lutte contre le terrorisme. Je pense que l'idée a fait son petit bout de chemin dans les prises de position officielles donc, de certaines autorités donc, du régime déchu. Et si je veux faire un parallèle avec un pays qui a pu relativement s'en sortir du terrorisme et qui a des réalités similaires à celles du Burkina Faso, c'est la Mauritanie. Mais en Mauritanie, vous verrez que en plus donc, je vais dire du rapport de force imposé par l'armée, il y a eu également un dialogue. Et ce dialogue-là, il a eu un contenu médiatique où des radicaux ont eu des débats télévisés avec des oulémas. Et l'objet donc de ce débat-là, c'était de leur faire comprendre qu'en réalité, les groupes armés terroristes instrumentalisent la religion à des fins idéologiques et politiques. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc nous également, si on a la possibilité de rencontrer, je vais dire des membres de groupes armés terroristes, ce n'est que cela qu'on va leur faire comprendre. La guerre, ce n'est jamais une bonne chose, mais comme je vous l'expliquais, les sociétés humaines sont par essence prédestinées au conflit armé. Donc c'est pourquoi il y a un droit de la guerre qui existe. Donc on va juste leur expliquer qu'il y a des interdits dans la guerre. C'est aussi simple que cela. Et c'est ce qu'on dit à longueur de journée dans nos communiqués. Maintenant, le dernier point sur lequel je souhaiterais donc m'exprimer, me prononcer, c'est que nous condamnons également les exactions des groupes armés terroristes. Mais si vous prenez un drame tel que celui d'Inata, il y a eu 1 million de condamnations, si bien que la condamnation de la CNDH, en fait, s'est noyée donc dans le flot de condamnations qu'on a pu observer. Sinon, aussi bien les violations des droits de l'homme que nous observons dans la conduite des forces armées burkinabées que dans la conduite des groupes armés terroristes sont dénoncées de façon donc indistinctive, en fait. Je ne veux pas tirer, Président, si vous permettez. On est de plein pied dans le procès que certains font au centre et promoteur de la question des droits humains, dans la réalité, par exemple, du contexte terroriste, qui, lui, a ramené tout le monde à d'autres réalités. Vous dites tout à l'heure, on a l'impression que vous parlez de faire entendre raison à des gens qui ont choisi une façon de faire la guerre. Vous dites, il y a un minimum qui encadre la guerre. Mais ça, c'est des guerres classiques. C'est les guerres que nous avons connues entre États et tout. Mais ça, on est dans un autre paradigme avec eux. Non, je vous explique. Où le principe, c'est faire, donner et en plus faire sentir dans le tréfonds de celui qui est en face la peur. Ils ne viennent pas et ils tuent seulement. C'est comment même ils tuent. Comment est-ce qu'ils massacrent. C'est ça leur message. Tout à fait. C'est ça qui fait d'eux des terroristes. Tout à fait. Vous leur enlevez ça, ils ne sont plus rien. Non. Je vous explique. Donc, comme je le disais tantôt, il y a des règles dans le cadre d'un conflit armé. Et ces règles-là, tenez-vous bien, elles sont prescrites dans l'intérêt même des combattants, des personnes combattantes. Parce que si vous enfreignez ces règles-là, vous commettez un certain nombre de crimes qui ont un caractère imprescriptible, qui ont un caractère de gravité qui se passe au commentaire. C'est notamment le cas des crimes de guerre.
Si vous vous en prenez de façon délibérée aux civils, vous commettez des crimes de guerre. Et ces crimes, comme je l'ai dit, ont un caractère imprescriptible qui fait que même dans 20, dans 30 ans, on pourra toujours vous poursuivre pour ces faits-là. Maintenant, lorsque, au cours des combats, l'armée burkinabé fait des victimes, il n'y a pas de problème à cela. Je pense que c'est un combat, comme on le dit, à la régulière. Voilà. Ce que nous dénonçons, de même que les autres organisations de défense des droits de l'homme, c'est à la limite des actes qui pourraient être qualifiés d'actes de vengeance. Parce que l'ennemi a fait assez de pertes dans nos rangs. Lors des ratissages, tout ce qu'on attrape, on leur met une balle dans la tête sans autre forme de procès. Ça, par exemple, c'est proscrit par les normes du DIH. C'est censé être des prisonniers de guerre qui ont droit à un certain traitement, si vous me comprenez. Donc, ce que je dis, c'est que les groupes armés terroristes ont, eux également, dans l'optique d'une fin envisageable du conflit, ont intérêt à ne pas commettre un certain nombre d'actes qui auront du mal à bénéficier donc éventuellement de certaines mesures d'amnistie, si je veux en fait faire un peu de la sorcellerie. Voilà. J'imagine que par les armes, on ne pourra absolument pas venir à bout donc de toutes ces personnes donc qui ont rejoint les groupes armés terroristes. Certains sont jugés actuellement, mais à un moment donné, je pense que d'autres mesures vont devoir être prises. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il est essentiel que dès à présent, on puisse rappeler aux uns ou aux autres la nécessité de combattre dans les règles de l'art, si tant est que la guerre est un art. Alors, monsieur Niang, on va faire plus simple. C'est vrai qu'avec Jujva, on a eu quelques réponses. Pour faire plus simple, est-ce que c'est pour dire que le terroriste a des droits? Parce qu'on a vu le procès qui s'est tenu concernant ces personnes-là, les sentences qui ont été données, ça a choqué plus d'un parce qu'ils estiment que ces personnes-là n'ont pas de droits. Est-ce que le message passe quand vous êtes sur le terrain? Oui. Les fondamentaux, c'est les droits de l'homme, sans distinction. Vous n'allez trouver nulle part les droits des personnes terroristes. C'est juste que c'est en leur qualité d'être humains, jouissant des mêmes prérogatives que vous et moi, du simple fait d'être des êtres humains, que nous demandons que des garanties puissent leur être accordées dans le cadre des procès en antiterrorisme. C'est aussi simple que cela. Ce n'est pas parce que c'est des terroristes qu'ils sont, je vais dire, moins dignes à la qualité d'être humain. On peut en fait opiner sur le degré donc d'animosité des actes qu'ils posent, mais ça n'enlève en rien le fait que c'est des êtres humains comme vous et moi. Et lorsque la Déclaration universelle des droits de l'homme a été rédigée, on s'est bien gardé donc d'inclure des exceptions pour les brigands, pour les personnes qui ont une conduite délinquante. D'accord. Juge Bourgman? Oui, effectivement, la question est importante parce que à l'issue de ce procès, on a vu aussi le comportement des personnes qui ont été condamnées, qui narguent le juge et qui, sur des convictions religieuses également, estiment qu'ils sont en droit effectivement d'engager ce combat-là. Alors, vous que vous inscrivez dans le registre des droits humains, est-ce que vous parlez d'ailleurs le même langage? L'attitude du délinquant au cours d'un procès, je pense que ça fait en fait partie donc, de la stratégie de défense. Non, là la défense est terminée, la sentence est prononcée. Oui. Et il est en train d'être envoyé, il lance et puis ça va. Oui, bon, là je pense que si ça peut recevoir des qualifications pénales, si c'est des injures au tribunal qu'il a proférées, donc ça va recevoir également donc, des qualifications et être poursuivi. Mais ce que je veux dire, bon, je n'ai pas connaissance donc, des propos qu'il a donc, proférés, mais je veux juste expliquer que ce à quoi il faut s'en tenir, c'est les faits, rien que les faits. Qu'est-ce qui lui est reproché? Il a été jugé, s'il est condamné, que la peine soit exécutée, s'il est innocenté, qu'il puisse également recouvrer la liberté. Donc, oui. Parce que ce qui est plus reproché, c'est que l'accent des défenseurs des droits humains est mis beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de pression sur les forces régulières, comme l'a souligné le juge Va, moins que sur les forces d'en face. Ce n'est pas le cas. Pourtant, c'est le constat qui est là. Je vous explique. Parce que nous sommes dans une situation où c'est l'État qui a pris des engagements
au niveau national, on a une constitution qui garantit les droits humains, le droit à la vie, donc le droit à ne pas subir de mauvais traitements, ne pas subir la torture. Donc il va de soi que l'État qui a pris ses engagements, qu'on puisse souvent les lui rappeler. Donc les lois de la guerre classique s'appliquent aux lois qui s'appliquent dans le cadre de la guerre asymétrique. Absolument. Est-ce que c'est le même contexte? Je vous explique. Donc une parenthèse rapidement. Le Comité international de la Croix-Rouge a adressé une notification aux autorités burkinabées, donc le régime cabouré, donc pour leur expliquer qu'ils qualifient, donc le Comité international de la Croix-Rouge qualifie le conflit terroriste en cours au Burkina Faso de conflit armé non international. Donc il y a deux qualifications possibles lorsqu'un conflit armé survient donc, dans un État. Ça peut être un conflit armé international, c'est le cas généralement lorsque deux pays s'affrontent. Ça peut être également le cas où un État fait face à des groupes armés sur son territoire, ou encore des groupes armés dans le cadre d'une guerre civile s'affrontent également sur le territoire de cet État. Donc le CICR a dit aux autorités burkinabées qu'elle considère que nous sommes dans une situation de conflit armé non international. Cela emporte l'application des règles du DIH, du droit international humanitaire, comme je le disais tantôt. Et ces règles-là, c'est l'interdiction de la torture, c'est l'interdiction de s'en prendre aux civils. Et également, c'est l'obligation de respecter les prisonniers de guerre et un certain nombre d'obligations qui en découlent. D'accord. Oui, ma question, c'est pas dire que on veut reconnaître à une armée le libre cours à tout parce que on soupçonne X ou Y de terrorisme ou quoi que ce soit. Mais on est en train de discuter un peu sur le caractère peut-être non habituel du conflit dans lequel on est, et souvent les dérives qui en découlent, et quelquefois aussi les perceptions que les gens ont. Vous parlez de ce droit international, mais beaucoup de puristes vous diront par exemple que à réalité connue, réaction connue, mais à réalité particulière, très souvent même le politique se trouve des moyens pour pouvoir gérer ces choses autrement. Je prends le cas comme ça, comme Guantanamo. La torture, vous en parliez tout à l'heure. Même la question des détentions. Guantanamo n'a jamais rien respecté. Mais juste parce que les États-Unis, à un moment donné, avaient besoin d'utiliser des méthodes pour obtenir un certain nombre de résultats. Ils n'ont même pas voulu le faire sur leur sol, mais ils l'ont fait. Ce sont les chantres des droits dont nous parlons aujourd'hui, qui des fois se présentent comme en étant même les garants. Parce qu'il y a une vraie réalité. Quelquefois. Et quand on voit nos pays qui sont souvent aussi soumis qui n'ont pas les mêmes qui n'ont pas la même aura, qui n'ont pas les mêmes réalités, ce sont ces rapports qui sont faits ici qui les rattrapent et sur lesquels on leur demande souvent de s'expliquer. C'est pour ça peut-être qu'on aborde aussi la question ici et maintenant. Mais c'est pas pour dire qu'on a des armées qui devaient se permettre tout et n'importe quoi. Et en même temps, même quand on regarde nos textes, il y a aussi la réalité de ce que, et ça c'est un commentaire que je me permets, il y a la réalité de ce qu'on devait arrimer aussi nos textes à certaines réalités. Aujourd'hui, quand vous regardez ceux qui ont été arrêtés sur le champ, le théâtre des opérations, par moi, vous avez retrouvé des mineurs. Mais qu'est-ce que disent nos textes et comment est-ce qu'ils les protègent? C'est-à-dire, lorsque vous les emmenez, même le juge, il est un peu mal à l'aise. Pas par rapport au gamin qui est devant lui, mais par rapport même au texte qui le protège, qui font de lui, très souvent, au regard des conventions que nous avons signées, plutôt la victime. Tout à fait. Vous comprenez un peu. Donc, je veux dire que ce n'est pas un problème qu'on doit prendre comme ça. Tout à fait. Mais il y a une complexité qu'on devrait regarder et qu'on devrait, pour moi, pouvoir, dans le travail, arrimer au texte que nous avons pour qu'on puisse avancer. Mais bon, c'était des questions d'emblée, moi je pense qu'on allait très loin, mais il y a un communiqué qu'ils ont. D'accord. Ismaël Niaon, directeur des affaires juridiques à la Commission nationale des droits humains, notre convoqué du jour. Juste voilà, l'a dit effectivement dans un communiqué, vous avez donné votre réaction sur le développement de l'actualité en lien avec la crise sécuritaire, notamment au Sahel et aussi à l'est du Burkina Faso. Et dans ce communiqué-là, vous avez rappelé à l'État burkinabé sa responsabilité pleine et entière de protection de toutes les populations. Alors, à lire ce communiqué-là, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Est-ce que les nouvelles autorités ont failli à leur engagement? On ne peut pas tout de go donc estimer qu'il y a une faute
commises par les autorités actuelles. Mais ce que l'on peut relever, c'est qu'il y a une situation anormale que l'on observe. Cette situation anormale, c'est que des citoyens burkinabés perdent la vie du fait de personnes qui ne sont pas, en tout cas en apparence, inquiétés donc dans leur progression, dans leurs actions donc vers les localités où donc des personnes, de paisibles citoyens reçoivent des ultimatums leur demandant de libérer les lieux, ou encore c'est des mises en garde qu'on leur fait disant que dans tel délai nous allons revenir et nous n'allons pas faire de quartier. Donc, et également lorsqu'on observe sur l'axe Kaya-Dori, dans la journée du dimanche dernier, ce qui s'est passé, c'est véritablement préoccupant. C'est ce que nous avons exprimé dans notre déclaration. Et l'objet, ce n'est pas de nier le fait qu'il y a un travail, peut-être un travail de planification, de réflexion qui est actuellement en cours, mais c'est en quelque sorte de demander aux autorités de hâter le pas, en quelque sorte, et de faire en sorte que véritablement comme nous l'avons rappelé dans notre déclaration, les citoyens puissent être protégés de façon absolue. Juge Bouma? Oui, que les citoyens puissent être protégés de façon absolue. Maintenant, dans le cas de cette protection aussi, il y a ceux qui sont en face. On a vu l'impact de l'engin explosif sur le car. Après, c'est les gendarmes qui tombent. Donc, il y a un message qui est adressé aux autorités par rapport à la nécessité de pouvoir protéger les citoyens burkinabés. Maintenant, je dis bien en face, parce que vous dites que pour le moment, vous n'avez pas encore eu l'opportunité de rencontrer, comme on appelle ça, des terroristes ou des chefs terroristes, mais certaines organisations internationales dans le cadre des droits de l'homme qui sont au Burkina ont eu quand même ce privilège-là. Alors, moi, la question, comment est-ce que vous collaborez entre vous? Est-ce que vous faites ces missions-là parfois en tandem, ou bien chacun se débrouille à qui mieux, mais c'est toujours dans le même cadre, la défense des droits de l'homme? Tout à fait. Donc, pour répondre à la question précise, savoir si nous avons ou nous comptons, donc je vais dire en coalition avec d'autres organisations, rencontrer les groupes terroristes, je dois dire que la nature de la Commission nationale des droits humains n'est pas forcément de nature, du moins n'est pas forcément à même de donner aux groupes armés terroristes donc des garanties quant à notre impartialité. C'est vrai que nous l'affirmons, nous le proclamons, mais nous sommes après tout une commission qui a été mise en place par les autorités burkinabées. Donc si les groupes armés terroristes refusent donc de nous reconnaître comme étant impartiaux dans le cadre donc de l'appréciation des responsabilités dans le cadre du conflit, bon, je pense qu'on ne peut que leur en donner acte. Mais ce n'est pas le cas d'une organisation telle que le Comité international de la Croix-Rouge, qui n'est même pas de droit burkinabé. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc c'est un peu ça la difficulté. Autrement, il y a eu des précédents au cours desquels nous avons, en relation avec d'autres institutions, d'autres organisations donc, de défense des droits de l'homme, mené des actions. Alors, est-ce que vous avez la possibilité également de vous constituer partie civile dans un procès dans ces conditions? Absolument. Est-ce que vous l'avez déjà fait dans les derniers cas? Non, parce que pour que la commission puisse se constituer partie civile, il faut que nous puissions invoquer un préjudice moral, ne serait-ce que qui nous aura été causé dans le cadre de la procédure. Sinon, la loi donc, qui crée la CNDH nous habilite à nous constituer partie civile dans un certain nombre de situations données. Quelle situation, par exemple? Je prends l'exemple des conclusions auxquelles nous parvenons lorsque nous sommes saisis de plaintes données. Si nous observons qu'il y a des entraves de la part de certains agents ou de certaines autorités dans la mise en œuvre donc, des conclusions de nos investigations, nous sommes en droit de saisir les tribunaux donc, pour faire sanctionner ces entraves. Il y a d'autres situations où la commission peut d'initiative saisir les tribunaux pour toutes les questions donc, qui touchent donc, à donc, son indépendance ou son fonctionnement par exemple. Et votre dernière action en justice date de quand? Non, nous n'en avons pas encore mené parce que nous privilégions les voies du dialogue et de la conciliation. Nous avons foi aux vertus du dialogue. Donc pour le moment, nous n'avons encore introduit aucune action judiciaire. Mais sur le plan du dialogue, vous êtes avec qui?
Nous avons un mécanisme de plainte, nous avons un numéro vert, nous recevons des plaintes au quotidien et comme je l'ai dit, lorsque l'État est mis en cause, nous investiguons et selon les procédures, la CNDH donc doit essayer de rapprocher le plaignant et l'auteur donc des faits de violation des droits de l'homme allégués. Si tant est qu'il est possible donc d'obtenir réparation du préjudice selon ces voies. Mais si la voie contentieuse s'impose, nous devons dans ce cas de figure réorienter donc les plaignants donc vers les institutions habilitées à cela. D'accord. Le droit à l'information est un droit fondamental. En avant-propos, le juge va parler justement de la question des gestions des médias et le travail des journalistes en période de crise, notamment en lien avec le terrorisme. Pour le cas du Burkina Faso, on a vu très récemment un communiqué du ministre de la Sécurité qui interpellait ceux qui publiaient sur les réseaux sociaux, notamment des informations qui ne sont pas exactes. Aujourd'hui, quel est votre regard par rapport justement à cette question-là, surtout qu'il y a eu un précédent avec la coupure d'Internet qu'on a eu pour réguler un peu ce réseau social. Tout à fait. Donc la commission a observé effectivement donc les développements auxquels ce communiqué a donné lieu. Donc mais nous n'avons pas pris de position, nous ne nous sommes pas exprimés. Tout au plus, nous ne pouvons que réaffirmer les principes qui sont ceux donc, du respect donc, de la liberté de presse, de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion. Et nous réjouir également du fait que d'autres organes, ce qu'on appelle des mécanismes de protection, parce que la CNDH ne peut pas tout faire en matière de protection des droits de l'homme. J'ai vu que certains acteurs, donc des associations de défense des médias, se sont exprimés, donc nous ne pouvons que nous en réjouir pour dire que bon, la CNDH ne peut pas à elle toute seule donc porter malgré toute sa volonté donc le poids donc de la défense et de la promotion des droits de l'homme sur ses épaules. Si pour ce qui touche aux libertés de la presse, de liberté d'expression, les organisations de médias donc dénoncent, accomplissent des actions. Je pense que ça vient en complémentarité de ce que la CNDH fait au quotidien. Donc ça vaut également pour un certain nombre de situations d'atteinte aux droits de l'homme où divers autres mécanismes peuvent être mis en branle pour faire cesser donc les atteintes par exemple. Alors quand on parle de guerre, il y a aussi la guerre avec les armes, mais vous êtes conscient qu'il y a la guerre communicationnelle. Aujourd'hui on est conscient qu'il faut réguler. Maintenant la question c'est comment, quel est votre regard par rapport à ça? Comment on régule tout en respectant le droit à l'information, le droit à la liberté d'expression? Donc c'est tout un dilemme. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2018, si j'ai bonne mémoire, le code pénal a été adopté et ce code pénal a fait l'objet donc d'une révision, je pense en 2019, où on a justement incriminé ceux qui propagent donc de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux, ceux qui, à l'époque, les organisations de médias s'étaient donc indignés donc de cette révision-là, ceux qui donc diffusent des informations qui démoralisent donc les troupes, par exemple. Donc je pense que on a déjà une architecture juridique qui est là. Il faut juste peut-être assez souvent, si on observe, en tout cas au terme de ceux qui portent ces plaintes-là, si on observe qu'il y en a qui, à travers leur publication sur les réseaux sociaux qualifiées de tendancieuses, donc sapent le moral des troupes, je pense qu'on a les dispositions au sein du code pénal qui existent. Il n'y a juste qu'à saisir le procureur du Faso et je pense que la justice va faire son travail. Je vais. Oui, mais bon, quand je reviens à votre communiqué, il y a une partie, je pense qu'on avait parlé un peu avec Juge Bougma et tout, la question de responsabilité que vous rappeliez. La responsabilité, bon, je vais un peu paraphraser, on va dire de sécuriser le Burkinabé. Mais c'est tout le fond du problème dans lequel on est aujourd'hui. Ça a été un engagement d'un régime passé qui, avec toutes les possibilités, tous les calculs, les changements, les doctrines et tout, s'est engagé à revoir. Et puis bon, ça a donné les résultats que ça a donné. Il y a certains qui disent qu'au regard de les satisfactions se sont assumées. Quand on regarde, c'est bien complexe. Rappeler la responsabilité seule ne suffit pas. Parce que même le vœu pieux d'être plus responsable et de changer la stratégie n'a pas
marcher forcément. C'est pour ça qu'on est dans un autre, dans un autre ordre, on est dans une autre réalité. Est-ce que dire, bon, c'est votre responsabilité, ça suffit? Oui, donc je pense que au-delà donc du contexte politique, il y a donc des éléments qui sont intangibles. Et ces éléments intangibles-là tirent leur source de la Constitution du Burkina Faso qui reconnaît le droit à la vie à tout citoyen burkinabé. Donc, ne serait-ce qu'en prenant appui sur ces dispositions de la Constitution, je pense que tout le monde, tout citoyen burkinabé qui sent une menace sur son intégrité physique est en droit de demander la protection de l'État. Et également, il y a les conventions internationales auxquelles le Burkina Faso a librement souscrit, qui lui imposent donc de garantir la sécurité de ses citoyens. J'ai tantôt fait cas donc des règles du droit de la guerre qui demandent à toutes les parties belligérantes de protéger les civils. Donc autant c'est une obligation pour l'État en combat avec les groupes armés de protéger les civils, autant ça l'est pour ces groupes donc, qui ont pris les armes donc, contre l'État burkinabé, les citoyens burkinabés. Donc on le dit ainsi, maintenant vous l'avez rappelé, il y a eu donc des changements au niveau donc de la direction politique du pays, mais je pense que ça ne change rien donc à ces constantes là. Je pense que peu importe l'autorité qui sera là, on ne peut pas transiger avec le fait que la sécurité des citoyens burkinabés est une préoccupation fondamentale à laquelle on ne peut pas déroger. Quand je vous écoute, celui que vous clouez au pilori, vous rappelez une responsabilité qui est naturelle, mais en tant que CNDH, vous tombez dans un débat aussi qui est très politique ici. Celui que vous clouez au pilori, c'est le nouveau régime. Non, je finis. D'accord. Je finis. C'est pour ça que ma question, elle était, vous rappelez la responsabilité de quelqu'un qui est de sécuriser le Burkina. On est tous d'accord. Mais vous, j'ai dit en tant que défenseur et promoteur des droits humains, vous vous adressez aux partis. Parce qu'un conflit, c'est des partis. C'est ça. Mais il y a quelqu'un qui vient tuer les Burkinabés. Tout à fait. Oui. Et celui qui a pris l'engagement de protéger les citoyens burkinabés, c'est bien l'autorité politique burkinabé. Et je pense qu'il y a des assaillants, il y a des personnes donc, qui commettent des attaques, mais véritablement, celui qui a l'obligation à travers sa police, sa gendarmerie et ses forces armées de protéger les citoyens burkinabés, c'est donc le détenteur du pouvoir d'État. Et ce n'est que à ces obligations que nous l'avons rappelé, aussi simplement que cela. D'accord. Bon, on va permettre à Jules de préciser. Apparemment, vous n'avez pas fini. Oui. Vous savez, on est face. Voilà comment je vois. Je vais caricaturer et puis après, peut-être qu'on se comprendra. Vous savez, il y a un voleur de poulet et il y a un éleveur. Vous comprenez? Et il y a à l'intérieur, c'est-à-dire entre ces personnes-là, il y a le prêtre. Parce que quand je vois ces messieurs des droits humains, c'est leur vocation, c'est de rappeler aux uns et aux autres là où ils ont failli. On est d'accord. Maintenant, on dit, bon, écoutez, monsieur le producteur, vous aussi, voyez un peu, c'est à vous de bien garder le poulet, sinon le voleur, et le voleur on le laisse. Oui, on vient vous voler votre volaille une fois, 2 fois, 3 fois. À un moment donné, je pense que vous aussi, vous devez prendre la mesure donc, du caractère répété donc, de ces vols que vous subissez et puis prendre des mesures. C'est dans votre intérêt. Vous savez pourquoi est-ce que j'ai dit que vous êtes le religieux? Vous n'êtes pas la police. Nous ne sommes pas la police, justement. Voilà, j'ai caricaturé le rôle, parce que vous êtes des observateurs et vous interpellez les différentes parties sur des éléments qui sont en train d'arriver. Et vous les interpellez sur un point essentiel, c'est celui du respect de la vie humaine. Tout à fait. Mais qui ne le respecte pas? On le sait tous, ce sont les groupes armés terroristes dont nous avons condamné les actions. Mais à qui vous ne dites pas? Si, vous voulez que nous fassions sortir vous dites plutôt, les déclarations. Vous pouvez plutôt pilori. Non, quand vous dites, ce que vous êtes en train de rappeler dans votre commentaire, celui que vous pouvez au pilori, je serais à l'aise que ce soit un homme politique qui le dise ici. Tout à fait. Je serais plus à l'aise. Parce que c'est sa vocation. Mais monsieur Var, vous êtes d'avis avec moi que les autorités actuelles elles-mêmes ne nient pas la responsabilité qui est la leur de protéger les Burkinabés. Donc je pense qu'il n'y a pas de débat. Mais là vous êtes dans un acte politique? Non, du tout. Du tout. Si je vous renvoie donc à la charte de la transition, le premier des objectifs de la transition, c'est de
restaurer l'intégrité territoriale du Burkina Faso et deuxièmement, donc réinstaller les personnes déplacées internes. Je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il y a des politiques. Vous savez ce que l'opposition avait reproché à Roch Kaboré, c'est qu'il est prêté le serment qu'il garderait l'entièreté du pays, là, chaque kilomètre carré, sous la coupole. Donc peut-être on Donc voilà. Le sens du mot politique, je pense qu'on pourrait le clarifier. J'enlève la responsabilité vis-à-vis du Burkinabé, j'y mets l'intégrité du territoire. Le discours est tout autant politique. Monsieur Va, je pense que si on entend par politique les problèmes de la collectivité, là, je suis tout à fait d'avis avec vous que les positions de la CNDH dans ces déclarations sont tout à fait politiques parce que ce n'est pas les intérêts de la CNDH que nous défendons, mais c'est véritablement l'inquiétude des populations à l'échelle de tout le territoire national que nous entendons. Donc, quand on a vu la coupure d'Internet qui a porté atteinte à la liberté d'expression, mais aussi qui a joué sur ceux qui commercent en ligne, la Ligue des consommateurs a posé plainte. Bon, vous dites que pour le moment vous n'avez pas posé plainte contre quelqu'un. Qu'est-ce que vous avez fait en ce temps? Si vous avez souvenance, nous avons donc diffusé un communiqué donc, qui condamnait déjà donc, ces coupures de l'Internet en rappelant le fait que au travers donc, d'une résolution du Conseil des droits de l'homme adoptée en 2016, l'accès à Internet a été donc érigé au rang de droit de l'homme. Oui, donc fondamentalement, mais après le communiqué, vous faites quoi? Même beaucoup de gens font le communiqué. On fait le suivi comme je le dis. Vous avez suivi, oui. Vous faites le suivi, mais la Ligue, c'est bon. Vous avez la possibilité d'ailleurs de porter plainte parce que vous dites la Commission nationale des droits humains. Moi, je crois en vous, en ce que vous défendez mes droits. Mais la loi aussi vous donne la latitude de pouvoir utiliser de moyens, de voies et de moyens de recours. Mais vous ne le faites pas. Vous dites que vous privilégiez le dialogue, alors que les coupures se sont enchaînées. Ils ne se sont pas arrêtés. Monsieur Bougma, je peux vous renvoyer le compliment. On a des organisations de médias qui également avaient la latitude donc d'adresser des recours donc aux juridictions, mais qui ne l'ont pas fait. Moi, je parle à la CNDH qui est en face de moi. Je vous réponds. Hier, il y avait la Ligue ici. Tout à fait. Qui a répondu en ce qui le concerne. Vous êtes là à répondre ce qui le concerne. Je vous dis que les organisations professionnelles des médias viendront. En fait, je vous explique que de façon donc assez claire, après analyse de la situation, la commission a décidé d'aller étape par étape. Et la première étape, c'était de condamner par un communiqué la suspension de l'Internet en rappelant les principes qui sont ceux de la garantie de l'accès à Internet qui constitue un droit de l'homme. Et après cela, selon les procédures de la commission, nous faisons un suivi. C'est-à-dire, nous savons qu'il y a un ministre en charge donc, des technologies de l'information et de la communication. Le suivi va nous amener à demander, à l'issue de notre communiqué, qu'est-ce que vous entendez faire, par exemple? J'ai tantôt rappelé que la CNDH a foi aux vertus du dialogue. Donc, si nous avions une centaine de procédures judiciaires que nous avions adressées tout le temps donc, aux tribunaux, je pense qu'on allait manquer d'efficacité à un moment donné. Ce n'est pas tout le temps. C'est que oui, mais je suis d'accord. Mais vous êtes d'accord avec moi que la coupure d'Internet a été levée. Oui, ça a été levé, mais ça n'a pas empêché que des consommateurs restent en justice. J'ai même appris que même les réseaux de téléphonie mobile ont également resté en justice. En fait, ici, ce n'est pas qu'on vous demande de porter plainte tous azimuts, de passer votre temps à déposer des plaintes. Tout à fait. Mais voilà une commission qui a cette liberté, qui a ce droit-là de défendre les citoyens, mais qui ne le fait pas, qui dit qu'il préfère suivre, elle fait du suivi. Vous avez tellement de dossiers à suivre. Même pour le chef de l'État, vous dites que vous suivez. Nous attendons jusqu'où est-ce que vous allez suivre. Parce que les premières personnes qui ont vu le président Kaboré qui sont sortis pour nous dire qu'il va bien, c'est la délégation de la CEDEAO. Ce n'était pas des Burkinabés. Quand les partis politiques se sont réunis, c'est également une autre délégation qui est partie. Mais ses anciens camarades membres du gouvernement n'ont pas pu le voir. Après, ça s'arrête là. Maintenant, vous avez sorti un communiqué pour demander que tu sois défendu. La dernière fois on a entendu parler de Roch Kaboré, c'est quand la commissaire européenne, je pense, Michelle Bachelet, la haute commissaire aux droits de l'homme, celle la représentante spéciale pour le Sahel, quand elle sort, elle dit que le président d'Amiba a dit qu'il craint que des gens s'en prennent à l'intégrité physique du président. C'est pourquoi, pour le moment, il est sous bonne garde. Maintenant, au moment où son intégrité physique est menacée, la CNDH ne cherche pas à savoir de quels ordres, ça veut une menace extérieure ou intérieure. Quand est-ce que vous allez le voir? On veut mettre maintenant dans un grand lot de défenseurs des droits humains à une date qu'on ne connaît pas. Bon,
à cet allure-là, vous avez beaucoup de dossiers à suivre. Donc, Monsieur Bougma, si je comprends, vous suggérez donc que dans l'attente des retours de l'autorité, nous puissions donc en quelque sorte court-circuiter cette autorité. Non, je constate que sur les dossiers, vous privilégiez suivi. Oui, on va étape par étape. Que action, c'est ce que je dis. C'est pas seulement dans le cadre du chef de l'État. Je vais peut-être préciser la question. En début d'émission, vous avez rappelé la liberté de ton, l'indépendance de votre structure. Au-delà des communiqués, au-delà du dialogue que vous prenez comme arme, qu'est-ce que vous avez comme moyen de pression aujourd'hui? Nous avons justement, vous pensez que c'est anodin, mais communiquer, publier un communiqué en épinglant en quelque sorte une institution, ce n'est pas anodin. Et l'autre aspect, c'est le rapport annuel que nous avons là, que j'ai là sous la main, qui fait une photographie de la situation des droits de l'homme. Et je sais que ce rapport, il est exploité au-delà de nos frontières. Et je pense que l'État burkinabé lui-même ne veut pas passer pour un mauvais élève en matière de respect des droits fondamentaux. Et cette seule perspective de passer pour un État qui ne respecte pas les droits humains peut avoir pour effet d'amener l'État de façon assez libre, de façon assez non contraignante à donner une suite aux déclarations que nous publions. Donc c'est pour vous dire que il y a plusieurs stratégies qui sont envisageables, mais il est également bon, avec un peu de discernement, donc de classifier l'ordre dans lequel on va les unes à la suite des autres mettre en œuvre ces différentes stratégies. Ismaël Niaon, merci d'être passé à la barre du tribunal de l'actualité. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur des affaires juridiques à la Commission nationale des droits humains. Avec vous, on a parlé de la situation sécuritaire et surtout comment justement allier lutte contre le terrorisme et respect des droits humains. On a eu votre vision et en tout cas ce que vous menez comme combat pour parvenir justement à des résultats. Merci, messieurs les juges, pour les clés de lecture et les questions. On va mettre un point final à la présente convocation et se donner rendez-vous lundi pour la même mission. Jeter un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.